On va tout de suite entrer dans le concret avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui va nous présenter les grandes orientations du 11e programme pour les 6 années à venir, 2019-2024. Alors, on va bien entendu parler enjeux financiers, le contexte tendu dans lequel le plan a été élaboré, mais aussi les grandes orientations. Et dans un second temps, on parlera avec la Banque des Territoires de l'offre Aquaprès, ces enjeux financiers, mais surtout les travaux envisagés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi et devant vous Marie-Claire Daumont de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et Annabelle Violet de la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires. Marie-Claire, je vous laisse commencer. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis éblouie par les spots, donc je ne vous vois pas bien. Alors, mais attendez. Comme ça, voilà. Ouais. Voilà, donc merci à vous d'être présents pour cette présentation du 11e programme. 11e programme. Donc avec clairvoyance, je vais essayer de vous présenter ce diaporama. Ce programme a été adopté donc en novembre 2018, novembre dernier par notre conseil d'administration, après 20 longs mois de travail, parce qu'on a eu un cadrage qui a évolué dans le temps. On a eu des contraintes financières qui nous ont été imposées avec un plafond mordant appliqué à l'ensemble des agences de l'eau. Qui implique que si le plafond est dépassé, les redevances prélevées au-delà alimentent le budget de l'État. Il a fallu donc trouver un accord entre les agences de l'eau pour que le budget qui pouvait être alloué à l'agence de l'eau Adour-Garonne soit augmenté. Donc au départ, on était sur une enveloppe de 210 millions d'euros en moyenne annuelle. D'aide pouvant être apportée, et grâce aux échanges et aux partenariats avec les autres agences de l'eau et j'allais dire à l'implication de nos élus, on a pu obtenir 40 millions d'euros en moyenne annuelle supplémentaire. Donc on a un programme du coup qui a 250 millions en moyenne annuelle. On a terminé avec un 10e programme qui était tendu financièrement. Pour ceux qui sont partenaires des collectivités, aussi des collectivités ici présentes, vous avez pu le vivre. Cette tension continue à ce début de 11e programme avec des dossiers, des prévisions d'engagement qui sont supérieures à nos enveloppes sur bon nombre de thématiques. L'objectif de ce programme, comme les précédents, il est toujours d'être au service de la reconquête du bon état. L'Agence de l'eau Adour-Garonne est au service de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui se fixe un certain nombre d'objectifs de reconquête du bon état des eaux de surface, des eaux souterraines. On a 800 masses d'eau à reconquérir d'ici 2021. Sur notre territoire, on a la moitié, un peu moins de la moitié de nos masses d'eau qui sont actuellement en bon état. Cet état des lieux est en train d'être réévalué et on aura donc des nouveaux chiffres normalement qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Avec comme objectif prioritaire la préservation de l'eau potable, bien évidemment. L'objectif de ce programme aussi, c'est d'être encore plus au service du plan d'adaptation au changement climatique que notre comité de bassin a adopté en juillet dernier. Donc on le verra un peu plus loin. Énormément d'actions que nous pouvons financer vont dans le sens de l'amélioration, de l'adaptation au changement climatique. Dans les nouveautés de ce programme, on a une solidarité qui s'exerce à plusieurs niveaux, avec la définition de zones de solidarité territoriale qui s'appuient sur les zones de revitalisation rurale définies par des textes nationaux. Ces zones de revitalisation rurale prennent en compte des critères de revenus moyens par habitant et de densité de population. On a 79% du bassin Adour-Garonne qui est en zone de revitalisation rurale. Et on a rajouté quelques communes, puisque cette définition des zones de revitalisation rurale se fait à l'échelle des EPCI. Il y a eu un critère supplémentaire pour prendre en compte également quelques communes qui méritaient d'être prises en compte au vu de critères de densité ou de richesse.
La solidarité s'exerce également avec le littoral. Toutes les actions que nous menons dans le domaine terrestre ont pour objectif, in fine, d'améliorer la situation au niveau du littoral. Ce programme, ce 11e programme, se veut plus efficace, avec des effets leviers, notamment en synergie avec la Caisse des dépôts, dont vous aurez l'exposé tout à l'heure, en synergie également avec l'État, les différents services, et notamment les agences régionales de santé, sur les aspects que je développerai tout à l'heure. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. Donc 250 millions d'euros par an, c'est moins 20 millions d'euros par rapport au 10e programme. Ce programme se veut contribuer à hauteur de 80% du programme contribue à l'atteinte des objectifs de la directive 4 sur l'eau. Pour moitié des actions au plan d'adaptation au changement climatique. Et voilà. Et la biodiversité, parce qu'on dit que c'est nouveau que les agences de l'eau s'investissent dans la biodiversité, mais en fait c'est quelque chose que nous faisons depuis déjà de nombreuses années, sans forcément l'afficher. Donc là, c'est affiché beaucoup plus ouvertement. On a 73% de notre programme qui est en faveur de la biodiversité. Toutes les actions que nous menons en faveur de la préservation des zones humides, la favorisation, le fait de favoriser la continuité écologique pour les poissons migrateurs, tout ça, ce sont des actions que nous menons depuis des dizaines d'années et qui contribuent et qui vont continuer à contribuer à la biodiversité aquatique. Donc la répartition, alors je préfère commencer par celui-là parce que souvent on dit le petit cycle a vraiment subi les contraintes, les orientations nationales qui nous demandaient d'intervenir davantage sur le grand cycle de l'eau. Il faut savoir que le petit cycle, donc tout ce qui touche à l'assainissement et l'eau potable, reste quand même prioritaire dans nos financements, avec 138 millions d'euros en moyenne annuelle qui vont être attribués au petit cycle. 85% pour le grand cycle, tout ce qui est donc préservation des cours d'eau, des zones humides, lutte contre les pollutions agricoles, et 27 millions concernant la communication, la gouvernance, la surveillance des milieux. Il a fallu un peu batailler pour maintenir un niveau ambitieux pour la surveillance de nos cours d'eau et de nos eaux souterraines. Certains membres du conseil d'administration trouvant qu'il fallait mettre au maximum nos ressources sur le petit cycle. Mais pour bien agir, il faut bien connaître. Et il nous semblait important de pouvoir continuer à surveiller au maximum nos milieux. Mais du coup, on a sur les études, par contre, beaucoup plus de contraintes que par le passé, avec des enveloppes divisées par 2. Donc là, si je reviens sur une répartition par grand thème, je ne vais pas tous les détailler. Vous avez une plaquette qui est à votre disposition sur notre stand commun avec la CDC, que je remercie au passage de nous avoir invités à partager le stand. Donc sur cette plaquette, vous aurez vraiment toutes les informations détaillées. Vous avez les dotations par domaine. Et vous voyez que sur tout ce qui touche à la réduction des pollutions domestiques, c'est 81 millions d'euros en moyenne annuelle. Le deuxième grand budget est consacré à la restauration des milieux aquatiques avec 40 millions d'euros. Et le troisième, c'est l'eau potable sur les aspects quantitatifs et qualitatifs avec 38 millions d'euros pour l'eau potable. Les redevances, elles ont été plafonnées par la loi. Ça, c'est valable au niveau de l'ensemble des agences de l'eau, avec une pression fiscale de 2018 qui a été maintenue et avec, comme habituellement, une clause de revoyure à mi-programme. Ça, c'est du grand classique en lien. Ça permet aussi de revoir le programme et éventuellement l'adapter au nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui sera adopté en 2021. Si on regarde les équilibres de contribution entre les aides et les redevances, non, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, il n'y a pas de pointeur. Enfin, en tout cas, les deux premières colonnes concernent les aides, les deux autres, les redevances. Ce qui est en rouge concerne les ménages, en bleu, les industriels et en vert, les agriculteurs. Et donc, vous voyez que ce programme
Donc les premières colonnes concernent le 10e et le 2e, le 11e programme. Vous voyez qu'il y a eu un effort d'équilibrage entre les contributions des ménages et les aides qu'ils reçoivent, idem pour les industriels et les agriculteurs, avec quand même un programme, vous le voyez, qui est porté majoritairement par les ménages, c'est-à-dire vous et moi à travers notre facture d'eau. Donc, dans les modalités générales, on aide majoritairement sur le hors-taxe. Ça touche peu les collectivités, mais sauf dans le domaine des milieux aquatiques. On aide les mises en normes, les mises en conformité au titre de la directive eaux résiduaires urbaines par temps sec uniquement jusqu'à l'échéance de l'arrêté. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça fait déjà plusieurs années que nous aidons les collectivités à se mettre aux normes à cette directive eaux résiduaires urbaines. Et donc là, le focus est plutôt mis sur les résorptions par temps pluvial, par temps de pluie. Par contre, tout ce qui est collectivités qui ne seraient pas conformes par temps sec, au-delà de l'arrêté, elles ne seront plus aidées par l'agence. Grosse nouveauté de ce programme, c'est le prix minimum de l'eau qui était de 1 € hors taxe le mètre cube est passé à 1,50 €, le prix minimum. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, à partir du 1er juillet, on ne pourra plus financer des travaux pour une collectivité qui n'a pas au moins un prix de l'eau à 1,50 €. Nos administrateurs ont souhaité que le prix objectif soit de 1,75 €. Donc ça, c'est du hors-taxe redevance inclus. Et c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 1,75 €, votre taux d'aide peut être minoré de 5%. Ce qu'il est demandé également aux collectivités, c'est de renseigner leur prix de l'eau dans 6PA, puisqu'on constate que cette obligation n'est pas forcément remplie par les collectivités. Donc, nos administrateurs, ça c'est suite aux assises de l'eau, ont souhaité inciter fortement les collectivités à renseigner les outils nécessaires. En assainissement, nos priorités, ce sont la réduction des pressions fortes et significatives qui sont de l'ordre de 350 masses d'eau à l'échelle du bassin Adour-Garonne. Vous en avez la carte là. Sur vos territoires, vous pouvez avoir les informations évidemment beaucoup plus précises. Vous avez en grisé, au fond, c'est la représentation de cette zone de solidarité territoriale. Elle est importante parce que selon si vous vous situez en zone de solidarité territoriale, ce qu'on appelle le ZRR là, sur cette carte, pour des enjeux prioritaires, vous êtes aidé à 50%. Tout ce qui est non prioritaire peut être aidé à 30%. Par contre, hors zone de solidarité territoriale, hors zone de revitalisation rurale, les taux pour le prioritaire passent de 30 à 30% et sur le non prioritaire, 10%. Et il y a certains investissements, comme par exemple la réhabilitation de réseaux, qui ne sont plus éligibles. Donc il est important de bien s'approprier ces nouvelles délibérations. J'en profite pour vous dire que toutes nos délibérations sont publiques et disponibles sur notre site internet. Dans le domaine de l'eau potable, la priorité, c'est la protection des captages pour restaurer la qualité de l'eau brute et diminuer les traitements. Donc c'est au maximum faire du préventif. Tous ceux qui sont situés sur le bassin ex-Poitou-Charentes le savent bien. On a mis en place des plans d'action territoriaux pour réduire les pollutions diffuses. Et c'est un préalable au financement curatif qui peuvent être nécessaires sur les captages. Pour pouvoir aider, pour pouvoir mettre en place et aider un traitement nitrate et phytosanitaire, il faut que ces démarches fassent l'objet d'une approbation réglementaire, d'une démarche réglementaire. Donc c'est ce qu'on appelle les zones stratégiques. Les zones, alors mince, j'ai plus le nom. Eric, aide-moi si tu sais, ZSCE, zone. Mince, mais je vous le retrouverai d'ici tout à l'heure. C'est le problème des sigles, à force de les utiliser. Voilà, donc il faut pour que l'agence de l'eau puisse vous... Merci beaucoup. Zone soumise à contraintes environnementales. Merci beaucoup, Eric.
Voilà, et pour pouvoir aider également les traitements en bactério, arsenic, turbidité, il faut que la collectivité, ça aussi c'est une nouveauté, et c'est issu du partenariat avec l'ARS, mette en place un PGSSE, donc c'est un plan de gestion de sécurité sanitaire et environnementale. Yes, j'ai tout bon. C'est bien, j'ai mon petit siège dans l'assistance. Concernant l'industrie, les priorités, c'est comme pour les pressions domestiques. On a identifié en partenariat avec les DREAL, Services Industrie, quelles étaient toutes les activités industrielles impactantes qui représentaient donc un impact pour nos cours d'eau, de surface ou souterrains. Donc ce qu'on appelle nos pressions significatives. Donc c'est ça qui représente notre priorité. On a 15 millions d'euros de dotation en moyenne annuelle. On peut continuer à mener des actions partenariales pour, par exemple, pour mener des opérations de branche, comme on a pu faire par le passé avec les blanchisseries, les garages, etc. Dans le domaine agricole, les priorités, c'est toujours la reconquête de la qualité des eaux principalement contaminées et principalement destinées à l'alimentation en eau potable, à travers des fameux plans d'action territoriaux. On a un volet aussi important pour tout ce qui est conversion à l'agriculture biologique. Donc ça, et le développement également de l'agroforesterie est important. Je vous vois regarder l'heure. J'ai combien de temps encore? Je suis bien? Bon, alors voilà. Ça va. Donc voilà, donc l'agroécologie, c'est quelque chose que nous portons. On porte ça fortement avec aussi la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Autre volet important, puisqu'on est un bassin, ça sera dit cet après-midi à travers une conférence sur le changement climatique avec Denis Salle et Alain Dupuis. On est le bassin Adour-Garonne et le territoire en France qui est sûrement le plus soumis, qui va être le plus soumis au changement climatique, au réchauffement. Et donc, il y a vraiment urgence à repenser notre façon d'utiliser nos ressources en eau, à développer encore plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle, les économies d'eau. Donc c'est vraiment une priorité forte de notre programme, de notre 11e programme, avec comme souci premier la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Et on peut voir, on pourrait penser que nous, sur notre territoire, on n'a pas de problème d'alimentation en eau potable, et on a quelques collectivités qui ont ces soucis-là malgré tout sur notre territoire. Par exemple, en Gironde, on a des collectivités l'été dernier qui ont fait venir de l'eau du Lot-et-Garonne. En Charente-Maritime, on a eu aussi sur les secteurs littoraux à forte pression estivale. Voilà, on a eu également des tensions fortes. Donc voilà, c'est un souci qui est déjà présent sur notre territoire. Sur la création de retenues, qui est un objectif fort aussi, il est privilégié de créer des retenues collectives à bénéfice multi-usages qui servent à la fois au milieu, à la fois aux usages agricoles, mais aussi, bien sûr, à l'alimentation en eau potable. Tout ce qui touche à la gestion des milieux, gestion des cours d'eau, des zones humides, on privilégie une approche par bassin versant. C'est dans la logique de la réforme GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et avec une bonification de nos aides quand elles sont apportées par un maître d'ouvrage unique et gérées à l'échelle d'un bassin versant. Voilà. Et la continuité écologique, on continue à aider. Là aussi, il y a eu un petit peu bataille au sein de notre conseil d'administration, mais on continue à aider fortement à la continuité écologique, même si c'est un peu moins que par le passé, avec des taux d'aide entre 30 et 60%. Tout ce qui est soutien au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, contrat de rivière, continue à être une priorité de l'agence, puisque on a besoin d'avoir ces relais locaux au plus près du terrain et au plus près des enjeux.
Donc on continue à financer, à soutenir les animations locales portées par les sages et leurs animateurs. On a développé également un nouvel outil qui s'appelle le contrat de progrès territorial avec des possibilités de bonification jusqu'à 20%. C'est la logique du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si vous faites une action sur un sujet qui nous intéresse, nous, fortement pour la reconquête du bon état, que vous êtes plus intéressé par une opération, j'ai envie de dire, classique d'assainissement, qui nous semble peut-être pas aussi prioritaire que le reste, on va pouvoir rentrer en négociation, on va dire, à travers un contrat de progrès territorial pour mieux vous aider sur l'opération qui vous intéresse et pouvoir conduire l'action qui nous intéresserait. Mais ça, c'est bien sûr à voir au cas par cas, localement. Et ça vise les zones de solidarité territoriale en priorité. Voilà, et donc pour finir, comme je l'ai déjà dit, on continue à aider la surveillance, les études, petit message important, puisque ça a changé, on plafonne à 400 € au jour quand les études sont faites en régie. Voilà, donc ça peut avoir des conséquences sur certains, comme le BRGM avec lequel on est amené à travailler, qui nous a soumis des projets. Voilà, donc ça peut impacter l'enveloppe globale et leurs équilibres globaux financiers. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et le fait qu'on a des enveloppes réduites, et donc il faut pouvoir se positionner, c'est un peu le mot de la fin, le plus tôt possible pour bénéficier des crédits de l'agence, puisque vous l'avez compris, donc on est encore en contrainte financière cette année. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, mon intervention va porter sur deux aspects. Premier aspect, l'offre Aquaprêt, qui a été annoncée dans le cadre des Assises de l'eau à l'été dernier. Et deuxième aspect, détailler le partenariat que nous avons organisé avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui porte sur un appel à projet spécifique que l'on mène conjointement. Sur l'Aquaprêt, alors on a une charte graphique qui a été largement revisitée et je m'en excuse par avance, les slides étaient plus clairs sous l'ancienne charte. On a une offre globale, une enveloppe globale qui a été annoncée de 2 milliards lors des dernières assises de l'eau. Cette enveloppe, elle est tout à fait exceptionnelle et elle vise à financer des projets que je vais vous détailler et elle porte sur un taux qui est tout à fait exceptionnel lui aussi par rapport à notre offre standard à destination des collectivités locales et qui est un taux livret A plus 0,75%, ce qui veut dire 1,50%. Et sur une durée, elle aussi tout à fait exceptionnelle, puisqu'on a une offre standard qui va normalement jusqu'à 40 ans et que là, à titre tout à fait exceptionnel et sur justification bien sûr, on peut porter notre offre jusqu'à 60 ans. Parce qu'on sait que les infrastructures en matière d'eau et d'assainissement ont des durées d'amortissement beaucoup plus longues. Pourquoi on a fait cette offre ? Parce que... Non, en espace d'Ordogne, la conférence Une gestion territoriale de l'eau. C'est la publicité, c'est pas grave. On a fait, je laissais passer l'annonce. On a fait cette offre parce que on a mesuré qu'il y avait une forme d'urgence dans notre pays à adresser ces sujets d'eau et d'assainissement. Et parce qu'on dispose d'une ressource tout à fait spécifique à la Caisse des dépôts, qui est l'épargne populaire, et que cette épargne, elle est vertueuse, puisque dans le modèle économique de la Caisse des dépôts, ce que tout épargnant, vous et moi, déposons sur un livret A, un livret développement durable et autres livrets d'épargne populaire, cette épargne-là, elle est vertueuse, puisqu'elle est transformée en prêt très long terme pour financer à la fois le logement social et les collectivités locales dans les projets qu'elles portent. Et nous sommes donc sur cette deuxième partie. Sur ce prêt Aquaprêt à livret A plus 0,75 de 25 à 60 ans, nous pouvons aller jusqu'à 100% du besoin de financement jusqu'à 5 millions d'euros et au-delà de 5 millions d'euros jusqu'à 50% du besoin de financement. Bien évidemment, ce prêt, il se travaille en partenariat avec les porteurs de projets, avec notamment en tête l'analyse du patrimoine de la collectivité et le plan pluriannuel d'investissement. On tient vraiment à travailler avec vous conjointement sur ces perspectives de plan pluriannuel d'investissement. C'est très important pour
qu'on fiabilise le prêt, sa durée et ses spécificités. Deuxième élément de l'Aqua-Prêt, à qui est-il destiné ? Alors, il est destiné à tous les porteurs de projets, collectivités territoriales qui ont la compétence eau, assainissement. Ça veut dire communes, départements, régions ou EPCI, puisqu'on sait qu'un certain nombre de PCI vont récupérer cette compétence. Les régies locales qui sont dotées de la personnalité morale, les SPL, les entreprises publiques locales qui réalisent l'investissement dans le cadre d'un marché de partenariat ou d'une délégation de services publics. Donc ça s'adresse vraiment à tout type de porteurs de projets. Pour quel type de projet ? Tous les projets d'infrastructure qui sont liés à la production et à la distribution d'eau potable, bien évidemment. Les projets qui sont liés à la collecte et à l'assainissement des eaux usées. Les projets de recueil d'eau pluviale. Et dernier élément, notre offre s'adresse aussi aux collectivités qui viendraient subventionner un projet. Et on pourrait aussi prêter à la collectivité pour qu'elle paye cette subvention. Voilà. Une fois que... Voilà, alors là par contre... on est perdu. Donc, une fois qu'on a dit ça, le dossier Aquaprêt, qu'est-ce qu'il doit contenir ? Comment on doit travailler sur les éléments de ce dossier ? Pour les projets qui portent sur les réseaux, il nous faut bien évidemment disposer des diagnostics réseau d'eau et assainissement. Et pour tous les autres projets, je l'ai dit tout à l'heure, le plan pluriannuel d'investissement, qui pour nous est un document socle, et qui doit préciser la durée d'amortissement technique des biens qui vont être concernés. Ce qui nous permet, nous, derrière, de caler la durée de l'emprunt, bien évidemment. Et puis, deuxième élément de l'Aqua-Prêt, c'est qu'il y a une contrepartie que l'on vous demande, qui est que l'emprunteur s'engage à effectuer des travaux selon la charte qualité nationale ASTE. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure avec l'Agence de l'eau, c'est le fait que l'emprunteur s'engage à compléter la base de données nationale publique 6PA. Ouais, donc je vais arrêter de faire défiler les slides, puisqu'on est définitivement perdu sur les slides. Donc, en clair, comment peut-on vous accompagner ? On vous accompagne sur la partie financement, mais on peut aussi réfléchir avec vous et vous accompagner sur la partie amont, c'est-à-dire l'analyse, le diagnostic, les priorisations et donc le fait de bâtir votre PPI, le financement en tant que tel qui est notre cœur de métier, et bien évidemment, là c'est à vous de jouer sur la partie communication et valorisation aussi auprès de vos administrés, parce que ce sont des investissements extrêmement lourds et ce sont des investissements pour les générations futures et qu'il faut bien évidemment valoriser cela. J'en viens au partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Pourquoi ce partenariat ? D'abord parce qu'on a un partenariat historique de très longue date, qui est un partenariat qui est piloté par notre direction régionale Occitanie. Et la direction régionale Occitanie, lorsque l'Aqua-Prêt a été lancé, a eu l'idée de prendre la tâche de l'Agence de l'eau et d'essayer de bâtir un appel à projet conjoint, en associant deux autres DR qui sont sur le bassin Adour-Garonne, l'ADR Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADR Nouvelle-Aquitaine que je représente ici. Donc l'idée, c'est lancer cet appel à projet. Vous trouverez tous les éléments d'ailleurs sur le site internet de l'Agence de l'eau. On a signé cette convention de partenariat lors du Congrès des maires en avril 2018. Et c'est un projet effectivement de dimension interrégionale. L'idée, c'est de financer en moyenne 35 projets par an, soit 210 projets sur la période 2019-2024, puisqu'on est sur les 5 prochaines années. Avec à la fois les compétences et l'expertise et l'appui de l'Agence de l'eau et notre offre de financement. Cet appel à projet, il est spécifique, donc il est ciblé. Il concerne exclusivement les usages d'alimentation en eau potable et les travaux en zone de revitalisation rurale, ce qu'a évoqué ma consoeur de l'Agence de l'eau. Et puis, qui peut répondre à cet appel à projet ? Les communes et leurs groupements, les syndicats d'eau potable et les syndicats départementaux. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait une aide en amont de l'Agence de l'eau et qu'il y ait ensuite la mise en place d'un prêt de la Banque des territoires pour porter les travaux que vous envisagez. Le dépôt de dossier se fait via Internet, via le site de l'Agence de l'eau, et vous pouvez bien évidemment avoir le maximum de renseignements sur cet appel à projet sur le stand commun que nous avons au rez-de-chaussée et où nous vous attendons avec grand plaisir. Je vous remercie. Un grand merci à vous deux. Alors, est-ce que ça suscite des questions dans la salle ? Je vais me lancer en premier alors.
Annabelle, quand on a discuté ensemble pour préparer cette conférence, vous m'avez dit que vous étiez de plus en plus interpellée par la problématique GEMAPI, en fait, cette nouvelle compétence de communauté de communes. Et justement, ça tombe bien parce que vous êtes en négociation avec Bercy. Oui, c'est exactement ça. On souhaite que l'offre Aquaprès puisse être étendue aux problématiques GEMAPI, parce que, étant présent sur tout le territoire néo-aquitain, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux forts sur cette problématique. Donc, bien évidemment, s'agissant de prêts qui sont sur l'épargne réglementée des Français, les négociations de nos enveloppes exceptionnelles et des conditions de ces enveloppes exceptionnelles sont négociées avec Bercy. Donc, l'éligibilité des projets GEMAPI est en discussion et on est plutôt optimiste sur l'issue. Voilà. Une question. Yves Legat, IRCTA à Bordeaux. J'aurais aimé avoir une précision quant au plan pluriannuel d'investissement. Savoir si on peut savoir un peu sur quelle durée ces plans doivent porter et si ça doit concerner des rénovations ou restructurations du patrimoine sur des endroits clairement identifiés au niveau, identifiés en termes local, ou bien si ça peut être simplement des engagements qui portent sur des taux de renouvellement ou des taux de restructuration, sans vraiment préciser où ils pourront être faits. Alors, je pose cette question-là parce que parfois, si on est sur des plans un peu longs, c'est compliqué de savoir exactement où on va intervenir. Il y a des contraintes avec la voirie, les opérations d'aménagement du territoire. Et voilà, donc si je peux avoir des précisions là-dessus, merci. Je parle sous contrôle d'un certain nombre d'équipes de la Banque des Territoires qui sont dans la salle, mais le plan pluriannuel, comme son nom l'indique, est pluriannuel. L'idée, c'est d'avoir une vision assez précise de ce qui est court terme et d'avoir une vision assez macro de ce qui est moyen-long terme. Voilà. Donc il y a un peu des deux dans ma réponse. Je suis désolée de faire une réponse qui n'est pas tranchée, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire ce que vous envisagez à 1-2 ans, ça normalement vous l'avez à peu près ciblé géographiquement. Et ce que vous envisagez à moyen terme, long terme, bien évidemment, l'idée c'est plutôt des engagements macro pour votre territoire. Voilà. Et après, il n'y a pas de votre deuxième question qui était la durée. Il n'y a pas sauf erreur de ma part, il n'y a pas de durée exigée. L'idée, c'est d'être dans le pluriannuel, donc 3, 5 ans, plus. Voilà. On a un peu, dans les dossiers qui nous remontent aujourd'hui, on a un peu tous les cas de figure. Oui. Dans ce que les anglo-saxons appellent les master plans, oui. On est souvent sur une dizaine d'années. Moi, ça me paraît bien. Ça permet d'avoir une visibilité intéressante. Mais 5 ans, je trouve que c'est... En fait, quand je vous ai listé tous les emprunteurs potentiels, on voit qu'il y a une grande diversité d'emprunteurs et tous les emprunteurs n'ont pas la même capacité aussi, technique, humaine, etc., à bâtir des plans pluriannuels à 10 ans. Donc on est un peu souple dans notre appréciation du plan pluriannuel. L'idée quand même, c'est qu'à un moment donné, le porteur de projet se soit posé et réfléchi à une stratégie et construit sa stratégie et voilà, qu'on ne soit pas sur des opérations one-shot ponctuelles et qui ne sont pas inscrits dans une stratégie de territoire. Voilà. D'autres questions ? Marie-Claire, pareil, quand on a discuté de ce plan, de ce 11e programme, on a remarqué ensemble que les critères d'appel à projet étaient assez restrictifs. Alors forcément, je me suis dit, le risque, c'est qu'il y ait peu de collectivités qui s'engagent. Est-ce que vous avez des candidats, finalement ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors, on a à l'heure actuelle une quinzaine de collectivités à l'échelle du bassin d'Our-Garonne qui se sont portées candidates sur cet appel à projet, donc qui a démarré le 7 janvier et qui se termine le 30 septembre. Dans les critères à l'heure actuelle figure le fait qu'il faut au moins 100 abonnés par mètre linéaire. Non, excusez-moi, je vais reprendre le... Parce que là, je crois que je suis en train de dire des bêtises. Voilà, le ratio linéaire de réseau hors branchement en mètres par nombre d'abonnés doit être supérieur à 100 mètres linéaires par abonné. Voilà. Donc ça, ce critère-là est assez restrictif. Et donc,
alors, comme autre critère, on a le taux de renouvellement des réseaux d'eau potable qui doit être inférieur à 0,8%. Donc c'est vrai que sur un département comme la Gironde, par exemple, où on a déjà eu d'énormes efforts du fait de la mise en place du SAGE nappe profonde, on a peu de collectivités finalement qui sont intéressées. Alors sur ce critère taux de renouvellement des réseaux, a priori, il ne va pas y avoir de changement. Par contre, sur le ratio linéaire de réseaux hors branchement par nombre d'abonnés, il pourrait être abaissé à 90, voire 80. Ça sera présenté à notre conseil d'administration pour avis au mois de mai. Donc moi, j'invite vraiment toutes les collectivités qui sont potentiellement intéressées, même si vous ne répondez pas à absolument tous les critères, à quand même déposer un dossier, puisqu'il y a un enjeu fort. Pour nous, on a attribué 5 millions d'euros sur cet appel à projet, qui est le premier en partenariat avec la Caisse des dépôts. L'objectif, c'est de reconduire annuellement ce type d'appel à projet, puisqu'en dehors de l'appel à projet, on n'aidera pas le renouvellement des réseaux d'eau potable. Donc, il a son importance. Nos administrateurs ont le souhait de pouvoir accompagner au maximum les collectivités qui ont besoin de faire ces investissements. Alors, il faut que ce soit quand même localisé en zone de revitalisation rurale, ce que vous avez spécifié. Voilà, mais vous avez une checklist dans les documents d'appel à projet de tous les critères. Même si vous ne répondez pas parfaitement aux critères, voilà, déposez quand même malgré tout un dossier, puisqu'il peut y avoir une évolution qui rendrait éventuellement votre dossier éligible. Voilà. En gros, tous les gagnants ont tenté leur chance, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, bonjour. Sylvain Lecoq de la Fédération régionale des travaux publics, donc par rapport aux entreprises de renouvellement de réseau. Je voulais savoir l'enveloppe de 2 milliards d'euros, est-ce qu'elle est territorialisée? Je pense que non. Et bon, si oui, à quel niveau? Mais voilà, je pense que c'est une enveloppe globale qui est allouée. C'est une enveloppe nationale. D'accord. Premier arrivé, premier servi. Elle n'est pas territorialisée. On n'a pas d'enveloppe Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, pas du tout. D'accord. Et à ce jour, au niveau, même question sur l'appel à projet, en termes de consommation, de remontée de dossiers, vous en êtes où? Et même par rapport à la stratégie de communication, on fait des réunions auprès des élus et c'est vrai qu'on voit que notamment les petits élus ou de petites collectivités manquent d'informations, enfin de les toucher directement. Alors sur la stratégie de communication, moi je fais le tour des réunions d'associations des maires par département. J'étais récemment en Corrèze notamment pour valoriser à la fois l'offre Aquaprès et le partenariat avec l'agence de l'eau. Donc on a une stratégie de communication et on essaie de sillonner le territoire pour valoriser cet appel à projet. On est aussi là aujourd'hui pour ça, entre autres. Et peut-être un point sur où on en est, mais Catherine l'a dit tout à l'heure, on a une quinzaine de dossiers aujourd'hui identifiés. Voilà. Ce que je voulais préciser, c'est que nous apportons, nous finançons les intérêts d'emprunt. Donc c'est un mode de financement vraiment particulier qui est nouveau par rapport au précédent programme. C'est là l'effet démultiplicateur que nous avons dans le partenariat avec la CDC. C'est qu'on n'est pas sur des subventions, mais vraiment une aide sur les intérêts. Et on a les 5 millions d'euros que nous avons sont pour financer ces intérêts d'emprunt pendant les 10 premières années de l'emprunt contracté par la collectivité auprès de la CDC et dans la limite de 350 000 euros. Donc en termes de communication, il y a eu une communication assez large faite en début d'année. Donc comme Annabelle l'indique, nous sommes présents sur différentes manifestations pour en faire état, dans les réseaux départementaux et dans les salons. Et voilà, donc on a vraiment les documents à votre disposition et après chaque chargé d'intervention aussi qui intervient sur le territoire. Donc on a Éric Guimont en Gironde, mais vous avez listé dans l'appel à projet tous les contacts, toutes les personnes référentes, que ce soit à l'agence de l'eau ou à la Caisse des dépôts pour ce projet. Voilà, donc on est vraiment à votre disposition pour essayer de voir au mieux comment mobiliser cet appel à projet. Parce qu'il y a un vrai défi de réussite sur ce premier appel à projet. Une question? Oui,
j'avais une autre interrogation sur l'obligation à remplir la base 6PA. Est-ce qu'il est envisagé à court, moyen ou plus long terme d'exercer un certain contrôle sur la qualité des informations qui sont saisies? Parce que dans la base actuelle, alors, moi je parle là en tant qu'utilisateur pour des projets de recherche de ces informations-là. Potentiellement, c'est énorme, hein, 6PA, c'est un très beau projet. Ça pourrait aboutir à une mutualisation à l'échelle nationale des informations concernant les réseaux et donc à un grand progrès potentiel dans les connaissances. Mais on constate que la qualité de l'information qui est saisie actuellement est assez faible. En particulier, elle dépend beaucoup de la taille des services. Les grands services ayant tendance à fournir une information de bien meilleure qualité que les petits. Et donc, voilà, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'il y ait quand même un certain contrôle qui soit exercé sur la qualité de l'information, de façon à inciter à un cercle un peu vertueux sur le renseignement de la base. J'ai cru comprendre que les services des DDT contrôlent ce qui est mis en ligne. Après, elles ont plus ou moins les moyens humains pour le faire. Mais il y a cette étape-là qui est normalement prévue. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État qui sont dans la salle, mais voilà. Alors, cette base, elle est effectivement à la main de l'État. Donc, pour le coup, étant de la Caisse des dépôts, je ne commenterai pas. Par contre, la contrepartie qui est exigée de l'Aquaprès, elle a été validée par l'État, justement. Alors, pas forcément dans un souci qui va jusqu'à homogénéiser le type de données rentrées dans la base, mais dans un souci au moins d'avoir l'exhaustivité des données. C'est-à-dire, voilà, il y a une corrélation entre l'Aquaprès et le fait que la collectivité rentre dans la base 6PA, parce qu'au moins on veut être sûr que les choses sont tracées quelque part. Alors après, sur l'homogénéité des données, il y a certainement un travail à conduire. Encore quelques progrès à faire, mais on est sur la bonne route. Une question ? Eh bien, je vais clore cette conférence. Merci beaucoup à vous deux et merci au public pour ces questions.